Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de notre quatrième module, le bourgeois gentilhomme, on passe maintenant vers une activité de langue qui s'inscrit dans la première séquence. Alors l'intitulé de cette séance serait les figures de style. Alors, comme objectif d'apprentissage, je vous propose d'identifier tout d'abord les figures d'insistance, d'exagération et d'atténuation, et comme deuxième objectif, de distinguer l'effet sémantique, c'est-à-dire la portée de ces figures de style. Au premier abord, rappelons qu'une figure de style est un procédé, c'est une manière, c'est une façon de parler, de s'exprimer, de persuader, de convaincre l'autre. C'est un procédé qui agit bien sûr sur la langue et par la langue et dans le but de créer un effet de sens. Alors généralement, les figures de style sont utilisées par les hommes de lettres, c'est-à-dire dans les œuvres littéraires, soit dans la poésie ou bien dans également le roman, les nouvelles et tout genre d'œuvres littéraires. Alors jusqu'à présent, nous avons travaillé sur les figures d'analogie, on a vu la comparaison, la métaphore, puis on a travaillé sur la personnification et l'allégorie. En contrepartie, pour les figures d'opposition, on a travaillé sur l'antiphrase, l'antithèse et l'oxymore. Alors maintenant, on va voir d'autres figures de style. Pour ce, je vous propose de lire et d'observer ces phrases et de les comprendre aussi. Alors la phrase A, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. B, des liquides, rouge, jaune, vert, brun, de toutes les nuances. C, elle me confia son sac. Il pesait au moins 1 tonne. Phrase D, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. E, elle a rendu l'âme à Dieu au lieu de dire elle est morte. Et F, ton travail n'est pas mal. D'accord? Alors voici ces phrases-là. On va essayer maintenant de comprendre ces phrases, de distinguer la figure de style dans chacune de ces phrases et également de dégager, de préciser la portée et l'effet sémantique de chaque figure. Commençons d'abord par la première catégorie, qui consiste à présenter des figures d'insistance. Alors le verbe insister, le nom insistance, c'est lorsque vous avez un mot, ou bien vous avez une idée, ou bien un sentiment, ou bien vous avez un élément de la phrase sur lequel vous voulez insister, un élément, ou bien une idée, ou bien une pensée, ou bien un sentiment que vous voulez qu'il soit acquis et entendu et retenu par mon auditeur. Alors là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser 2 figures d'insistance qu'on va voir maintenant même. Alors la première phrase, vous avez, comme vous venez de voir, c'est le mot toujours qui se répète à 3 reprises. Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Là, vous avez l'adverbe toujours qui s'est répété 3 fois. C'est-à-dire qu'ici, la personne qui a dit cette phrase ou bien qui a écrit cette phrase, il voulait insister sur le mot toujours. Pour ce, il l'a répété. Mais il l'a répété avec une certaine mesure. C'est le fait que le mot toujours précède toujours le verbe. C'est-à-dire, vous avez le verbe aimer, souffrir et mourir. Le mot toujours, l'adverbe toujours, est posé juste avant le verbe. Alors, quand vous avez un mot qui pourrait être un adjectif, qui pourrait être un pronom, qui pourrait être un nom, un adverbe, de toutes les natures et les classes grammaticales sont possibles, mais ce mot-là, parfois même cette expression-là, toute une expression, c'est-à-dire un groupe de mots que je mets au début d'une phrase, ou bien au début d'un verbe, s'il s'agit d'un poème, ou bien au début d'une expression. Comme c'est le cas ici, on a des expressions. Toujours aimer,
toujours souffrir, toujours mourir. Alors quand je mets un mot au début d'une phrase, d'un vers, d'une expression, d'une proposition, c'est-à-dire une partie de la phrase, alors c'est une figure d'insistance qu'on appelle l'anaphore. Alors l'anaphore, c'est le fait de répéter un mot au début d'une phrase, d'un vers, d'une proposition, et à la seule condition que ce mot soit mis au début. La deuxième figure de style, c'est dans la deuxième phrase. Vous avez des liquides. Alors tout ce qui est liquide, c'est le contraire du solide. Alors l'eau est liquide. Les boissons sont également des liquides. Alors tout ce qui n'est pas solide, on a 3 cas de matière: liquide, solide et gazeuse. Là, on parle des matières liquides. Alors ce sont des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances ou bien de toutes les couleurs. Alors, regardez ici, on ne répète pas le même mot, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a énuméré, on a fait succéder, on a cité, on a ce que vous voulez, on a présenté plusieurs couleurs, plusieurs mots qu'on a juxtaposés, c'est-à-dire qu'on a posé l'un à côté de l'autre. Ils ne sont séparés que par des virgules, alors pour présenter une caractéristique de ces liquides-là. Et quelle est la caractéristique qu'on a présentée? C'est la caractéristique de la couleur. Alors là, c'est une figure de style qui insiste. Là, on n'insiste pas sur un mot, mais ici, on insiste sur une qualité, une caractéristique. Alors, à travers une série de mots, à travers un champ lexical ou bien un ensemble de mots qui renvoient au même concept générique ou bien qui renvoient au même champ lexical. Ici, on a le concept générique ou bien le champ lexical des couleurs, puisqu'on a le rouge, le jaune, le vert et le brun. Alors, c'est une figure de style, cette deuxième figure de style est trop utilisée au niveau de la description. Alors, dans les passages descriptifs, on trouve généralement cette figure de style qu'on appelle l'accumulation ou bien l'énumération. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de représenter plusieurs caractéristiques à travers une série de mots qui renvoient au même champ lexical. C'est comme ce que vous voyez sur l'image à côté, à gauche. On a par exemple le personnage de Monsieur Jourdain. Et là, on pourrait citer plusieurs caractéristiques de Monsieur Jourdain. Je pourrais dire par exemple, Monsieur Jourdain est un homme naïf. Je pourrais dire également, Monsieur Jourdain est un homme naïf, vaniteux, capricieux et analphabète. Voilà, j'ai cité 4 caractéristiques de Monsieur Jourdain. Je pourrais dire également, Monsieur Jourdain est un personnage ou bien est une personne bourgeoise, riche, fortunée et avare, par exemple. Alors là, j'ai cité également 4 caractéristiques de Monsieur Jourdain. Alors quand maintenant j'ai utilisé des adjectifs, mais ce sont des adjectifs qui renvoient au même champ lexical, soit à l'aspect physique, ou bien à l'aspect moral, ou bien à la richesse de ce personnage. Alors quand je suis en train de présenter ou bien de décrire une personne à travers une série de mots, je suis dans l'accumulation ou bien l'énumération. Alors, qu'il s'agit de l'anaphore ou bien qu'il s'agit de l'accumulation ou l'énumération, on est en train d'insister sur une idée, sur un sentiment, sur une réalité, de présenter une réalité et pour pouvoir la mettre en valeur, pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit retenue, pour qu'elle soit saisie par notre lecteur ou bien par le spectateur également s'il s'agit d'une présentation théâtrale. Passons maintenant à la seconde, ou bien à la deuxième catégorie, c'est la catégorie des figures d'exagération
ou bien c'est une catégorie où les figures de style utilisées visent à amplifier la réalité. Alors on parle également des figures d'amplification. Ça renvoie à la même chose. Alors si vous regardez l'image qui est à gauche, là ça renvoie, ça explique qu'est-ce que ça veut dire une figure d'exagération. On a généralement une réalité, et c'est la photo que vous voyez en haut. Elle représente par exemple Monsieur Jourdain en sa réalité, en sa taille normale. Mais en utilisant des figures d'exagération, on va exagérer cette réalité, on va la rendre encore plus amplifiée. C'est-à-dire c'est quelque chose de simple, mais on essaie de le présenter de façon vraiment amplifiée, exagérée, dans le but de persuader, dans le but d'influer, d'impacter le lecteur spectateur. Alors la première phrase, elle disait que elle me confia son sac, c'est-à-dire elle m'a donné, elle a laissé chez moi son sac. Alors ce sac-là pesait, on parle du poids, il a le poids d'au moins 1 tonne. Alors un sac à main ou bien même un sac à dos ne pourrait pas peser 1 tonne. Ça pourrait peser quelques kilogrammes, mais pas 1 tonne. Là, on a exagéré pour dire tout simplement que ce sac-là était très très lourd. Alors au lieu de dire il était lourd, on a dit qu'il pesait au moins 1 tonne. Ici, on parle du poids, mais de façon exagérée pour présenter une idée frappante, pour dire plus que la réalité. La réalité, c'était quelque chose de plus normal, de très simple, mais nous, on l'a exagéré, on l'a amplifié pour pouvoir rendre cette réalité un peu choquante pour le lecteur spectateur. Alors, généralement, les figures d'exagération permettent soit d'ironiser une réalité ou bien un personnage, de le rendre comique ou bien de le rendre un peu pathétique même, parce que on est en train d'amplifier non seulement une idée, mais je peux également exagérer un sentiment, exagérer une situation que je vis. Alors tout ce que je pourrais présenter de façon vraiment très amplifiée. Ici, on parle du poids de sac, mais comme je viens de dire, d'une façon exagérée. Alors, cette figure de style s'appelle l'hyperbole. Alors, c'est quoi hyperbole? C'est tout simplement présenter une réalité ou bien exprimer une idée de façon frappante pour dire plus que le réel. Maintenant, la deuxième phrase, on a « je me meurs, je suis mort ». Je suis enterré. Alors c'est une réplique extraite de la pièce de théâtre de Molière, L'Avare. Alors vous avez je me meurs. Alors ici le personnage principal qui était avare, il vient d'apprendre qu'on lui a volé son argent. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il disait je me meurs. C'est quelqu'un qui est en train d'agoniser, qui se prépare à mourir. D'accord? Maintenant il passe, il dit je suis mort. Ça y est, il n'est plus là, il est parti à l'autre monde. Et là encore, il dit, je suis enterré. Alors, ça y est, on l'a mis dans son tombeau, il est enterré. Alors, si vous remarquez ici, c'est comme une hyperbole, mais on n'est pas allé vraiment vers l'exagération directement. On est allé étape par étape, doucement. D'abord, au lieu de dire dès le début, ils ont volé mon argent, je suis enterré, d'accord? Là, on a fait avec une certaine succession, étape par étape et de façon ordonnée. D'abord, je me meurs, après, je suis mort et à la fin, je suis enterré. C'est une exagération, mais c'est une exagération je vais dire graduée, c'est-à-dire on respecte les grades. D'abord, mourir, le sentiment bien se préparer, l'agonie, c'est-à-dire on se prépare à mourir, puis enterrer. Alors c'est une autre figure de style qui présente une réalité également de façon exagérée, et ça pourrait être, cette réalité c'est généralement un sentiment ou bien une idée, mais on va vraiment de la chose la plus simple, la plus faible, pour aller vraiment vers la chose la plus frappante, la plus forte. Et là, dans le but bien sûr
de persuader. On travaille maintenant sur les sentiments de notre lecteur-spectateur pour le persuader avec le dernier terme, le dernier mot de la phrase qui va vraiment marquer ce lecteur-spectateur ou bien qui va vraiment le toucher le plus avec son sens qui est vraiment très, très choquant et très fort. C'est le mot enterré ici. Alors, quand il dit « ils ont volé mon argent, je suis enterré », là, ça touche une personne, ça y est, elle est morte et il est enterré même. Alors là, c'est une autre figure de style qui s'appelle la gradation. Alors, on est allé étape par étape pour atteindre le niveau de l'hyperbole. Mais là, on va pas directement vers une exagération, on va étape par étape, ça c'est une gradation. Alors, sauf que il faut distinguer entre une gradation ascendante, c'est-à-dire de façon croissante, on va du plus faible vers le plus fort, c'est-à-dire de je meurs, je suis mort, je suis enterré, comme on peut renverser la chose, c'est-à-dire aller d'une gradation, aller à une gradation vraiment descendante, c'est le fait, c'est-à-dire décroissante, c'est-à-dire on va de l'élément le plus fort vers l'élément le plus faible. Et je dis par exemple, je suis enterré, je suis mort, je me meurs. C'est-à-dire là, on va faire l'inverse selon l'intention et selon bien sûr le choix rhétorique du locuteur, c'est-à-dire de la personne qui va prononcer cette phrase. Alors voici les figures d'exagération. Et cherche à amplifier et cherche à présenter une réalité de façon, on va dire, un peu exagérée, dans le but soit de créer le comique, soit de ironiser une idée ou bien une personne ou bien une réalité quelconque ou bien un sentiment, soit dans le but de le rendre pathétique, c'est-à-dire pour susciter la pitié du lecteur-spectateur. En tout cas, on est en train de jouer sur les sentiments de notre interlocuteur, on est en train de chercher à le persuader. Et pour le persuader, on exagère cette réalité, on essaie de l'amplifier. Alors là, c'est la deuxième catégorie, ce sont les figures d'exagération. Passons maintenant vers les figures d'atténuation, c'est le contraire pour l'exagération. Quand j'exagère, j'ai une réalité minimale, je la transforme à une réalité amplifiée. Là, c'est le contraire. La réalité, elle sera vraiment choquante. Regardez la photo, regardez la taille de Monsieur Jourdain. Ça, représente la réalité. Elle est choquante, elle est grande. Et on essaie vraiment de minimiser, d'adoucir cette réalité, de la transformer vers quelque chose de simple, de possible, de doux, c'est-à-dire sans pour autant garder cette caractéristique choquante et touchante et accablante même de cette réalité ou bien de cette idée ou bien de ce sentiment. Alors la première phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Elle a rendu l'âme à Dieu ». Alors imaginez que vous voulez dire à quelqu'un qu'une personne de sa famille est morte. Par exemple, une personne, vraiment quelqu'un de très proche, vous voulez lui dire que telle personne est morte. Alors comment vous allez lui dire? Si vous lui dites venez monsieur, venez, je voulais vous dire que telle personne de votre famille est morte. Là, vous allez le choquer, d'accord? Mais si vous dites la même réalité, c'est-à-dire vous n'allez pas changer la réalité, mais vous allez juste l'adoucir, c'est quelque chose de triste de dire à quelqu'un, là vous allez lui dire cette personne-là a rendu l'âme à Dieu. Là, vous avez dit la même chose, c'est-à-dire vous n'avez rien changé, sauf que vous l'avez dit d'une façon vraiment simple, d'une façon adoucie pour ne pas le choquer, c'est-à-dire pour transformer cette réalité choquante, cette réalité triste à quelque chose qu'on pourrait accepter tout de même, mais sans changer le contenu sémantique de la phrase. Alors c'est l'exemple par exemple des personnes qui ne travaillent pas. Au lieu de dire à une personne qui ne travaille, vous êtes chômeur, tu chômes, vous êtes un chômeur, etc. Vous lui dites plutôt vous êtes un demandeur d'emploi, c'est-à-dire que vous cherchez du travail. Alors ça veut dire la même chose, ça veut dire que cette personne ne travaille pas.
vous lui dites chômeur ou bien vous lui dites demandeur d'emploi, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire cette personne ne travaille nullement pas. Mais quand vous lui dites vous êtes un demandeur de travail, vous gardez un certain espoir, c'est-à-dire vous atténuez cette réalité choquante d'être en chômage et vous la présentez de façon plus simple et plus acceptable, soi-disant. Alors, quand c'est le cas, là, on parle d'une figure de style qui s'appelle l'euphémisme. Alors, c'est quoi l'euphémisme? C'est le contraire de l'hyperbole. Si l'hyperbole, j'exagère, là, je fais le contraire. La réalité, elle est triste, elle est choquante, elle est accablante et j'essaye de la minimiser, de la rendre plus simple, plus acceptable pour ne pas vraiment accabler, pour ne pas choquer la personne à qui je vais le dire. Alors la deuxième phrase, vous avez « ton travail n'est pas mal ». Alors quand quelqu'un fait un travail et vous lui dites « ton travail n'est pas mal », alors généralement cette personne-là, pour comprendre, elle a fait un bon travail. Mais au lieu de lui dire « tu as fait un très bon travail, ton travail est magnifique, ton travail est excellent », vous lui dites « ton travail n'est pas mal ». Alors vous n'avez rien changé, vous avez dit la réalité. Quelqu'un à qui tu dis « ton travail n'est pas mal », c'est comme si tu lui as dit que ton travail est bien. D'accord? C'est-à-dire tu as fait un bon travail. Mais pour ne pas vraiment présenter cette réalité comme il le faut, on essaie de l'atténuer, de la présenter de façon minimale, c'est-à-dire de la présenter de façon plus simple en disant ton travail n'est pas mal. C'est comme si par exemple quelqu'un de très intelligent, au lieu de lui dire vous êtes intelligente, vous lui dites vous n'êtes pas stupide. Là, on a utilisé le contraire de intelligence et stupide, mais on a mis la négation, c'est-à-dire ne pas. Quand je mets ne pas stupide, veut dire quoi? Veut dire intelligence. Quelqu'un qui n'est pas stupide, c'est quelqu'un qui est intelligent. Alors, au lieu de lui dire dès le début, vous êtes intelligent, vous lui dites, vous n'êtes pas stupide. Alors là, c'est une figure de style qui vise à dire dans le minimum de mots, présenter la réalité, quelque chose qui mérite d'être présenté de façon encore plus amplifiée. Alors, au lieu d'amplifier cette réalité, on essaie de l'atténuer. Généralement, cette figure de style d'atténuation est toujours accompagnée de la négation avec le ne pas. Alors, vous avez va, je ne te hais point, c'est une réplique très connue. Alors quand quelqu'un dit je ne te hais point, c'est-à-dire je ne te déteste pas. Alors quand vous dites à quelqu'un je ne te déteste pas, ça veut dire je t'aime. Alors pourquoi ne pas dire je t'aime dès le début? Vous dites je ne te déteste pas, c'est dans le sens d'embellir, de donner une certaine figure à la phrase, dans le but également d'atténuer cette réalité d'aimer cette personne. Alors cette figure de style, basée sur la négation, s'appelle la litote. La litote, c'est une figure d'atténuation qui vise à présenter le minimum à travers une formulation négative. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a travaillé cette séance sur 3 figures de style. On a la catégorie des figures d'insistance, les figures d'exagération ou bien d'amplification et les figures d'atténuation. Les figures d'insistance, on a vu l'anaphore, basée sur la répétition d'un terme au début d'une phrase, d'un vers ou d'une proposition. L'accumulation ou bien l'énumération de plusieurs termes qui appartiennent au même champ lexical, ou bien à la même catégorie. Pour l'exagération, on a vu l'hyperbole et la gradation qui visent toutes les deux à présenter une réalité de façon vraiment exagérée, qui dépasse vraiment les limites, sauf que l'hyperbole, on présente cette réalité de façon exagérée, directement, alors que pour la gradation, on suit un certain rythme qui est soit croissant, allant du plus fort vers le plus faible vers le plus fort, ou le contraire, c'est-à-dire allant du plus fort vers le plus faible, c'est-à-dire soit d'ordre croissant ou décroissant. On parle ici de gradation ascendante et gradation descendante. Pour les figures d'atténuation, on a vu l'euphémisme et la litote. L'euphémisme, c'est le contraire de l'hyperbole. Là, on présente une réalité de façon directement
atténuer, pour ne pas vraiment choquer notre interlocuteur. Et alors que pour la litote, là, on cherche à présenter une réalité, mais en la présentant dans un minimum de mots pour, en fait, dire quelque chose davantage par la voie d'une négation, c'est-à-dire par la voie de ne pas, ne point, généralement. Alors maintenant, passons vers un exercice d'application. Alors la consigne indique la figure de style employée dans ces phrases. Alors je vais vous lire les phrases, prenez votre temps de réfléchir et après on passera à la correction. Alors la phrase A, il n'est pas complètement stupide, pour dire tout simplement, il est intelligent. Alors phrase B, Candide, c'est un personnage d'un conte philosophique de Voltaire. Alors Candide vit, c'est le verbe voir au passé simple. Candide vit des dizaines, des centaines, des milliers de cadavres. Alors, regardez le passage, on est passé de dizaines, 10, vers centaines, 100, le chiffre 100, vers des milliers, c'est-à-dire 1000. Dizaines, 10, centaines et après milliers. Alors ça se voit, c'est quelle figure de style. La phrase C, elle a versé des torrents de larmes. Alors quelqu'un qui pleure, et il va verser, quand on pleure, on verse des larmes, mais là, on parle de la quantité de ces larmes-là, on parle des torrents. Alors, on parle des torrents quand il y a une pluie vraiment très, très forte pour qu'il y aurait des torrents. Là, on parle d'une personne qui pleure et qui a pleuré des torrents de larmes. Alors après, vous avez la phrase D, ce sont deux vers d'un poème. Vous avez « Pourquoi faut-il que je m'endorme? Pourquoi faut-il que la nuit me dévore ?» Alors vous voyez, il y a la répétition au début des deux vers de l'expression « Pourquoi faut-il? Pourquoi faut-il ?» La phrase E, les non-voyants ont besoin de notre aide. Alors on parle des personnes non-voyantes. Ce sont les personnes aveugles qui ne voient pas. Au lieu de dire les aveugles ont besoin de notre aide, on a essayé d'atténuer un peu cette réalité en disant les non-voyants. Et finalement, la phrase F, des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Là, on a cité, on a dénombré trois termes qui appartiennent au même champ lexical, femmes, hommes, enfants. Alors, j'espère que vous avez pensé aux réponses. Allons maintenant corriger ensemble cet exercice. Alors, la première phrase A, c'est une litote. B, c'est une gradation. C, c'est une hyperbole. D, c'est l'anaphore. E, c'est l'euphémisme. Et F, c'est une accumulation. Alors, je vous dis merci de votre attention. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui et on se verra la séance prochaine. Au revoir.